Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Il y a 150 ans naissait Charles Péguy. Poète et penseur engagé de son époque, il est un des auteurs majeurs du XXe siècle. Pourtant, son héritage intellectuel est aujourd'hui souvent méconnu. Donc, je vais vous présenter cette personnalité passionnée, engagée et souvent solitaire. Vous êtes prêts? C'est parti. Charles Péguy est né le 7 janvier 1873 à Orléans. Il est le premier et l'unique enfant d'une famille d'artisans modestes. Son père, ouvrier menuisier, a laissé sa santé sur les barricades de 1870. Il meurt alors que Charles n'a que 10 mois. Sa mère et sa grand-mère maternelle sont rempailleuses de chaises et le petit garçon grandit entre ces deux femmes qui travaillent du matin au soir afin de gagner l'argent nécessaire aux besoins du foyer. Il est un authentique enfant du peuple. Très tôt, Charles participe aux tâches ménagères. Des tâches modestes à sa mesure pour aider sa mère et qui restent néanmoins liées dans sa mémoire au paradis de l'enfance. Chez les Péguy, on est à son compte. On ne subit pas l'autorité d'un patron. On travaille par nécessité, mais aussi par goût. Et si l'existence de sa mère et sa grand-mère est loin d'être sans souci, le garçonnet ne perçoit de leur vie laborieuse que le rythme et la satisfaction du travail accompli. Cet amour du travail bien fait constitue un patrimoine pour Charles Péguy, dont la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, il rend hommage aux gens du peuple qui ont existé avant lui, analphabètes comme sa grand-mère, intelligents, braves comme elle, endurants et créatifs malgré les épreuves. Dans L'Argent, ouvrage paru en 1913, Péguy dépeint le monde de son enfance, un monde idéalisé, avec notamment une sobriété de mœurs et le culte du travail que le présent n'a plus. Il dit « De mon temps, tout le monde chantait ». Pourtant, Péguy n'a pas toujours eu ce regard sur son passé. Un autre texte inachevé, écrit bien plus tôt, ajoute une touche d'ironie à la nostalgie des souvenirs. Son titre à lui seul est révélateur. Pierre, commencement d'une vie bourgeoise. Il s'y penche sur son enfance, mais ne la considère pas avec la même indulgence que dans L'Argent. Le milieu d'artisans dont il est issu est en effet loin d'incarner toutes les vertus sociales. Ce monde connaît l'ambition, voire une sorte d'arrivisme. Dans Pierre, commencement d'une vie bourgeoise, la mère du petit Pierre, double de Péguy puisque Pierre est son deuxième prénom, lui enseigne à bien travailler, à bien obéir, dans l'espoir d'avoir une honnête situation, une petite retraite, une maison à soi. Bref, lui transmet un idéal petit bourgeois avec lequel Péguy prend plus tard ses distances. Car s'élever dans la société ne sera jamais pour lui un objectif. Bien au contraire, ce qu'il souhaite, c'est que soit rendue à chacun la dignité de son état. L'école est la part la plus précieuse de l'enfance de Péguy. Elle lui a donné sa chance en lui permettant d'être lui-même et d'épanouir les dons qu'il avait pour le travail intellectuel. De ses maîtres de l'enseignement primaire, qu'on appelait à l'époque les hussards noirs de la République, il fait des héros. Et il dépeint sa première école comme un lieu d'enchantement. Cet émerveillement persiste tout au long de ses études. Enfant sérieux, il s'imprègne profondément des divers enseignements qu'il reçoit et y adhère. Dans L'Argent, il évoque son entrée en 6e comme une expérience vertigineuse et décisive, parce que sans le discernement de M. Naudy, le directeur de l'école, qui l'oriente vers le lycée alors que ses origines sociales le destinent plutôt à l'enseignement professionnel, rien sans doute de ses engagements ni de son œuvre ne serait advenu. Boursier,
Péguy poursuit un parcours sans faute jusqu'au baccalauréat. Il gardera toujours un profond respect pour les humanités et la vocation universitaire, une véritable vénération pour ses maîtres de l'enseignement primaire et secondaire. Bachelier, Péguy va préparer l'école normale supérieure au lycée Lacanal. C'est vers ce temps, pendant son année de philosophie, ou cagne, qu'il perd la foi, ou du moins abandonne la pratique religieuse. Il est à cette période un jeune homme qui séduit ses camarades par sa personnalité puissante. Loin de s'enfermer dans l'étude, il se passionne pour les questions sociales, et plus précisément le socialisme. D'ailleurs, en Cagne, au lycée Lacanal, il fait une collecte auprès de ses condisciples pour les ouvriers en grève de Carmaux. Déjà, il est fasciné par Jaurès. Le concours d'entrée à l'école normale supérieure se révèle un obstacle plus important, puisqu'il doit s'y reprendre à 3 fois pour être reçu. En 1894. Après son premier échec, il devance l'appel et fait son service militaire à Orléans. Puis il reprend ses études. Il se lie avec les frères Tarot, avec Joseph Lotte, qui fondera le bulletin des professeurs catholiques de l'université, et surtout avec Marcel Baudouin. Jean Jaurès, normalien, professeur de philosophie, est un intellectuel qui a décidé d'entrer dans l'action politique pour promouvoir son idéal de justice sociale. D'abord député de centre-gauche, il adhère au socialisme à l'époque où ce courant de pensée, riche des utopies de la première moitié du XIXe siècle, n'a pas encore subi l'attraction du marxisme. À l'école normale supérieure, Péguy subit l'influence de ce grand personnage, relayée par celle de Lucien R, le bibliothécaire de l'école. Avec quelques camarades, il se livre à de grands débats d'idées dans sa chambre, baptisée la Turne Utopie. Ses convictions socialistes s'affirment au contact de son camarade de promotion, Albert Mathieu, le futur historien, et sous l'influence du bibliothécaire de l'école normale Lucien R. Dès 1895, Péguy devient membre du Parti socialiste. Avant de s'engager politiquement, il milite à la Mie de Pain, une association caritative qui distribue de la nourriture aux indigents de la capitale. Pour Péguy, supprimer la misère est le premier devoir, parce que la misère prive l'homme de son humanité. Il ne confond pas la misère avec la pauvreté qu'il a connue dans son enfance, et qui est pour lui presque un idéal de vie. La pauvreté engendre la solidarité, alors que la misère est synonyme d'exclusion. La personne qui est dans la misère est mise au banc de la société, plus radicalement, n'ayant pas les moyens de penser à autre chose qu'à sa survie. Elle est rejetée hors de l'humanité. Et toute la pensée de Péguy, tous ses engagements reposent sur le refus de l'exclusion. Péguy ne peut admettre qu'une créature, humaine ou animale, demeure en marge, soit étrangère. En même temps, il est hostile à toute forme d'asservissement de l'individu au collectif. Selon lui, la communauté doit permettre à l'individu d'exister au mieux de ses possibilités. La communauté exige de l'individu la part de travail qu'il est en mesure de fournir conformément à ses goûts et à ses aptitudes pour sa survie, mais en contrepartie, elle lui assure la tranquillité. La société socialiste de Péguy ne cherche pas à transformer les hommes en leur inculquant des principes ou une idéologie. Au contraire, par son organisation économique, elle s'efforce de leur donner la possibilité d'exister tels qu'ils sont, dans leur diversité. Péguy développe cette vision dès 1896 dans un texte de jeunesse intitulé « Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse », dans lequel il exprime l'essence de son socialisme et qui permet de comprendre tout ce qui l'oppose au socialisme historique qui se met en place avec la création de la SFIO, unifiée sur les bases du marxisme et qui se développe tout au long du XXe siècle pour culminer dans le communisme totalitaire. Pour Péguy, il n'y a pas de révolution sociale légitime sans respect de la personne et de sa singularité. Il a horreur de l'uniformité. Selon lui, le socialisme doit libérer les individus du joug économique qui les empêche d'être eux-mêmes. Il ne doit en aucun cas les aliéner à un système de pensée, une idéologie. C'est pourquoi son maître mot de la pensée politique est l'harmonie comme coexistence dans la diversité. Harmonie qui l'oppose à l'unité.
Mais en 1895, le jeune normalien est tout à l'enthousiasme de sa conversion au socialisme. À Orléans, il fonde un groupe d'étudiants socialistes, aux grandes dames de sa mère, qui redoute les éventuels ennuis liés à ses activités politiques. Il a demandé une année de congé afin de pouvoir se consacrer à sa première grande œuvre, Une vie de Jeanne d'Arc, pièce qu'il rédige de fin 1895 à fin 1896. L'héroïne, qui n'a pas encore été canonisée ni accaparée par la droite nationaliste, est alors célébrée par les républicains comme une figure patriotique, sortie du peuple et sauvant le peuple. Jeanne ne cessera d'inspirer Peggy. Ce qui fascine en elle, le jeune Peggy, c'est l'engagement de Jeanne qui, bouleversée par le spectacle de la guerre qui ravage les campagnes, n'hésite pas à prendre les armes et à se lancer dans la bataille. La Jeanne de Peggy incarne à la fois la grandeur et les limites de l'engagement individuel. Cette œuvre est dédiée à toutes celles et tous ceux qui auront lutté contre le mal universel. Et là, je cite Peggy. Et particulièrement à celles et ceux qui, dit-il, auront connu le remède. Le remède, c'est-à-dire le socialisme. Jeanne d'Arc est seule avec les voix qu'elle entend pour combattre la violence, l'injustice, le pouvoir. Son action, bien que glorieuse, ne peut finalement que sombrer dans l'échec et une mort dégradante. Le choix du sujet révèle une mystique de la patrie française et une mystique proprement dite, proche du catholicisme, en dépit d'un obstacle majeur. L'idée de la damnation éternelle, qui est insupportable à Peggy. Malgré cet obstacle, la Jeanne d'Arc de 1897 montre en lui les germes de ses deux engagements futurs, l'engagement patriotique et l'engagement catholique. Cette œuvre est aussi un hommage d'amitié, car Peggy l'assigne Marcel et Pierre Baudouin, Pierre étant son second prénom, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la mémoire de son ami Marcel Baudouin, disparu en 1896 et qui a collaboré à la rédaction d'une partie du drame. Pour l'heure, il croit avoir trouvé dans le socialisme la panacée. Cet enthousiasme des premiers temps conduit Peggy à des initiatives téméraires. Encouragé par Lucien R, il s'associe à d'autres camarades, parmi lesquels Léon Blum, le futur dirigeant de la SFIO, pour fonder une maison d'édition socialiste, la Société Nouvelle de Librairie et d'Édition. Bien qu'il se soit inscrit à l'agrégation de philosophie, Peggy est prêt à renoncer à l'enseignement et à la carrière universitaire pour une vie plus risquée, dédiée à la transmission de ses convictions. Le métier de libraire, vu de cette façon, lui convient très bien. Et il adresse sa démission au directeur de l'école normale supérieure afin d'avoir les mains libres pour se lancer dans la carrière de son choix. Il a déjà acquis une réputation parmi ses condisciples de la rue d'Ulm. La rue d'Ulm, c'est comme ça qu'on appelle l'école normale supérieure. Et il impressionne par sa rigueur intellectuelle et sa hardiesse dans l'action. Aussi, ses amis lui confient les rênes de la société fondée en commun. Au mois d'octobre 1897, Peggy a épousé Charlotte Baudouin, la sœur de son meilleur ami, qui est mort peu de temps auparavant. Ce mariage le fait entrer dans une famille d'intellectuels de gauche. Il y est bien accueilli, mais sa mère ne comprend pas son évolution et se désole de le voir renoncer à une carrière sûre et honorifique. Mais Peggy est en plein accord idéologique et affectif avec sa belle famille. Un premier bébé, Marcel, naît bientôt. Puis Germaine, puis Pierre et Charles Pierre voient le jour entre 1901 et 1915. Le mariage est pour lui une forme d'accomplissement et une responsabilité, un mode d'insertion dans l'existence. La femme est pour lui cette autre partie de l'humanité avec laquelle il faut bâtir la cité harmonieuse. Sans elle, Peggy dit que toute œuvre est vaine. Son rapport à la femme est régi par le respect filial, le contrat conjugal et de grandes amitiés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Par exemple, les relations avec sa mère deviennent plus conflictuelles au fur et à mesure qu'il s'éloigne du modèle dans lequel elle le voyait. Sa femme, quant à elle, n'accepte pas sans réserve les aléas d'une existence privée de sécurité matérielle.
L'année 1898 voit les passions se déchaîner autour de l'affaire Dreyfus. Dans le sillage de Jaurès et de Zola, Péguy s'engage. Signant des pétitions, il manifeste à la tête des groupes d'étudiants en faveur du capitaine injustement accusé. Avec Jaurès, il est convaincu que les socialistes doivent s'élever contre la raison d'État quand elle s'associe à l'injustice, même si la victime de cette injustice est un bourgeois, et à plus forte raison si c'est un juif. Car l'antisémitisme sévit alors en France dans toutes les classes de la société, y compris parmi les rangs des socialistes. Jaurès, en prenant la défense du capitaine Dreyfus, ne fait donc pas l'unanimité dans son parti. Péguy, quant à lui, est révolté par toutes les formes d'exclusion. De plus, il est en sympathie profonde avec le peuple juif. Il est l'un des rares, sinon le seul intellectuel français véritablement philosémite et développe avec de nombreux juifs des liens d'amitié. Le plus cher à son cœur sera Bernard Lazare, journaliste anarchiste qui dénonce le premier la condamnation de Dreyfus. Au-delà des relations personnelles, Péguy étudie l'histoire du peuple juif pour en développer une compréhension approfondie. Tout, ou presque, de l'œuvre à venir de Péguy trouve son origine dans ses premières années d'engagement. En 1898, refusé à l'agrégation de philosophie, il renonce à l'université et s'engage dans la carrière de publiciste. Il donne de nombreux articles à la Revue Blanche, mais la Société nouvelle de librairie et d'édition ayant fait de mauvaises affaires, Péguy doit en céder la direction à des amis socialistes, dont Lucien Hère, Léon Blum et Mario Roch. Jean Jaurès, dont le charisme grandissant fait une figure de premier plan, s'est donné pour tâche d'unifier le socialisme français. En effet, à cette période, il existe une multitude de petites formations qui se réclament du socialisme, chacune à sa façon et selon sa sensibilité. Mais avec la fondation d'une internationale socialiste, le mouvement prend de l'ampleur. Jaurès comprend qu'il faut tendre vers l'union et décide d'inscrire le socialisme français dans le mouvement de l'histoire, même au prix de ses propres convictions. Et de fait, l'union se fait sur les positions de son adversaire, Jules Guesde, influencé par les théories marxistes. L'attitude de Jaurès paraît sacrilège à Péguy, qui refuse que son idéal, cet humanisme qui met au premier plan l'épanouissement de la personne libérée de la servitude économique, soit anéanti par le totalitarisme. Péguy n'accepte pas le tournant pris par le parti en décembre 1899, lors du congrès lors duquel est adopté le principe de la censure dans les journaux et les publications socialistes. Il y a une vérité socialiste à laquelle tous doivent se conformer et Péguy se trouve en opposition avec les membres de la Société nouvelle de librairie et d'édition qui, eux, suivent le parti. La rupture est consommée et dès lors, Péguy est seul contre ses amis d'hier, seul contre le mouvement de l'histoire. Mais il ne renonce à rien. Il va faire vivre son socialisme à travers une revue qui se confond avec la vie et l'œuvre de l'écrivain, les Cahiers de la Quinzaine. Il crée cette revue bimensuelle en janvier 1900 et il la fera paraître jusqu'à sa mort en 1914. Malgré les difficultés financières, il maintiendra jusqu'au bout son entreprise à force de foi et d'énergie. Les premiers numéros conservent une orientation nettement socialiste. Campagne contre l'oppression, quelle qu'en soit la forme, à travers le monde, mise en évidence du drame de la misère, etc. Pourtant, dès février 1900, Péguy traite de la décomposition du dreyfusisme et à l'égard de Jaurès, il passe des réserves du cahier intitulé « Réponse brève » en juillet 1900 aux graves critiques avec le cahier intitulé « Casse-cou » de mars 1901. Il prend position contre la confusion du socialisme avec le matérialisme et l'athéisme, contre la collectivisation de l'art et de la pensée. Pour lui, l'esprit révolutionnaire consiste à tout remettre en cause dans une pleine liberté. Il est donc à l'opposé de tout conformisme. Péguy dénonce surtout la démagogie et un anticléricalisme sans scrupules incompatible avec les valeurs défendues dans la campagne dreyfusiste. Le fossé s'élargit avec ses adversaires et les attaques de Péguy se font de plus en plus violentes. En 1910, le cahier Notre jeunesse apporte une mise au point définitive sur les notions de mystique et de politique et la dégradation de l'une et l'autre, déjà énoncée en 1903. Péguy aurait-il trahi le socialisme? Il affirme au contraire être resté l'un des rares fidèles à l'idéal socialiste de sa jeunesse.
Selon lui, c'est le socialisme qui a dévié vers l'anticléricalisme, alors que la misère du peuple aurait dû retenir toute son attention. Et il ne peut que se dégrader en accordant son soutien à un gouvernement qui tolère ou organise la délation. Il fait alors référence au système des fiches. Alors, l'affaire des fiches, parfois appelée l'affaire des casseroles, est un scandale politique qui éclate en 1904 en France, sous la Troisième République. Il concerne une opération de fichage politique et religieux mise en place dans l'armée française à l'initiative du général Louis André, ministre de la Guerre, dans un contexte de liquidation de l'affaire Dreyfus et d'accusation d'anti-républicanisme portée par la gauche à l'encontre du corps des officiers. Alors, Péguy n'a jamais été un socialiste comme les autres. Sa Jeanne d'Arc le montre bien. Les adversaires de Péguy sont le parti dit intellectuel, dans lequel il range des universitaires arrivés au pouvoir à l'issue de l'affaire Dreyfus et sous le système politique d'Émile Combes, se caractérisant en particulier par la séparation stricte de l'Église et de l'État. L'anticléricalisme militant et persécuteur des radicaux le révolte, non par sentiment religieux, mais parce qu'il récuse le fait que l'on puisse attenter à la conscience par des moyens gouvernementaux. Péguy n'est pas religieux, mais il est philosophe. Il sait que toutes les civilisations se sont efforcées de donner un sens au mystère de la destinée humaine. Seul le monde moderne, dans son arrogance, a choisi de supprimer ce mystère. Les cahiers de la quinzaine ne sont pas la première expérience de Péguy en matière de journalisme. Dès ses années de classe préparatoire, il a convaincu bon nombre de ses camarades de souscrire en faveur d'un journal vrai qu'il entend fonder pour lutter contre la corruption de la presse bourgeoise. Les premiers lecteurs des cahiers de la quinzaine sont donc ses souscripteurs. Hostile à la publicité, il privilégie le bouche à oreille pour assurer la diffusion de sa revue. La progression est lente, car en 15 ans, il passe de quelques centaines d'abonnés à un maximum de 2 milliers de lecteurs. Et parmi ces lecteurs fidèles, une majorité d'instituteurs et de professeurs de province, et quelques grands noms de l'intelligentsia parisienne. Mais l'objectif de Péguy n'est pas commercial. Péguy n'édite pas que ses propres textes. Il a des collaborateurs, non rétribués, faute de moyens, parmi lesquels Daniel Halévy, Romain Rolland, dont le roman Jean-Christophe voit le jour dans la revue de Péguy, les frères Tarot, qui lui confient également leurs premiers essais littéraires. On trouve dans les cahiers de la quinzaine des comptes rendus de la vie politique française, des courriers consacrés à des pays étrangers, des nouvelles. Certains lecteurs dénoncent cet éclectisme et accusent Péguy de dilettantisme. Celui-ci les laisse exprimer leur point de vue en publiant leurs lettres, mais il y répond de façon péremptoire, car son travail est d'ouvrir le débat et non d'aller dans une direction donnée, imposée. Par ailleurs, Péguy est convaincu que la littérature est la mieux armée pour transformer les mentalités, car elle atteint à la fois la sensibilité et l'intelligence. Le fait que les militants socialistes rejettent le texte littéraire est pour lui une marque d'étroitesse d'esprit et un manque de discernement. Dans ses textes, Péguy donne souvent une place aux classiques dont il a lu, relu, médité les œuvres et qui font avancer sa pensée. Il cite notamment Corneille et Hugo, les commente. Il n'est donc pas étonnant que Péguy se soit intéressé à la manière dont la littérature était enseignée au lycée et surtout à l'université. Tout un pan de son œuvre est consacré à la critique des méthodes adoptées par l'enseignement supérieur pour transmettre à la jeunesse les grands textes du passé. Là encore, la revue sert de support à Péguy pour ouvrir le débat à ce sujet. Pour Péguy, la littérature, l'art sous toutes ses formes, a pour raison d'être d'émouvoir et de mobiliser les hommes. Cette émotion, c'est ce que les meilleurs professeurs font émerger quand ils font découvrir les grands textes à leurs élèves. Son approche est très différente de l'approche soi-disant scientifique des modernes, qui abordent le texte comme un matériau à disséquer. Dans cette même période, Péguy est en état d'alerte permanente. En 1905, les menées allemandes au Maroc font craindre un regain d'impérialisme du puissant voisin et l'incident de Tanger lui fait craindre pour la France, réveillant son patriotisme. La crise de Tanger est une crise internationale
opposant en 1905 les puissances européennes au sujet de la colonisation du Maroc, qui sera réglée dans un premier temps par la conférence d'Algésiras et la démission, à la demande de l'Allemagne, de l'inamovible ministre français des Affaires étrangères, Théophile Delcassé. Elle est déclenchée par un discours de l'empereur Guillaume II à Tanger, le 31 mars 1905, au cours duquel, s'opposant à l'instauration d'un équivalent de protectorat de la France au Maroc, celui-ci exige un État libre et indépendant afin de maintenir présents les intérêts allemands. Donc je ferme la parenthèse sur la crise de Tanger. Alors que les socialistes font bon accueil aux prises de position pacifistes de Gustave Hervé, auteur de Leur patrie, Péguy rétorque avec Notre patrie, en 1905, un texte qui tranche par son ton et ses thèmes sur les précédents. Selon lui, la France est menacée. La France de 1905, mais aussi la nation millénaire qui porte à travers son histoire et sa culture les valeurs de liberté auxquelles il est attaché. Désormais, il s'agit pour lui de défendre ce patrimoine temporel et spirituel à travers une ressaisie de l'histoire de son pays. Sans discontinuer, Péguy va préparer et tenter de préparer la France à la guerre dont il voit monter les périls. Il a toujours été un militant, mais dès lors il devient un militant de la patrie, ce qui achève de le séparer de la politique socialiste orientée vers le pacifisme et l'internationalisme. Sa ferveur l'amène à retrouver les sources de la tradition nationale et à critiquer l'esprit et le monde des modernes, représentés par le parti intellectuel. Au cours de ces années, Péguy écrit beaucoup, mais publie peu. Nombre de pages rédigées entre 1905 et 1908 ne seront éditées qu'après sa mort. En revanche, il consacre une grande partie de son énergie à faire vivre sa revue. En septembre 1908, Péguy dit en confidence à son ami Joseph Lotte « Je ne t'ai pas tout dit. J'ai retrouvé ma foi. Je suis catholique. » Cette confidence est le seul repère de l'évolution spirituelle de l'auteur. La foi de Péguy devient explicite à partir de 1910, après une gestation dans ses méditations sur le monde moderne. Et elle constitue désormais l'axe principal de sa pensée et de la recherche formelle qu'il entame en se lançant dans la poésie. Péguy n'est pas un converti. La conversion implique un revirement et une rupture qu'il récuse absolument. Il est un penseur, un chercheur, qui, à un moment de sa quête, rencontre le christianisme non comme un aboutissement, mais comme une borne sur le chemin qu'il suit depuis toujours. Il dit « c'est ce qui fait l'originalité et la portée de ses œuvres dites chrétiennes ». Péguy n'a jamais été aussi sévère envers l'Église qu'après son adhésion au Christ. Il n'est pas marié religieusement, ses enfants ne sont pas baptisés, il ne communie pas, mais il vit sa foi intensément, se rendant à plusieurs reprises en pèlerinage à Chartres. Parmi les catholiques de son temps, il est totalement marginal. Là encore, il sera un combattant isolé. En revanche, les œuvres écrites entre 1909 et 1914 ont une dimension théologique et prophétique qui influencera le christianisme à venir. Dans un premier temps, Péguy se retrouve très isolé. Ses abonnés dreyfusards de la première heure ne comprennent pas forcément sa trajectoire intérieure. Péguy traverse alors une crise profonde qui se traduit par la tentation du désengagement. Un cahier intitulé « À nos amis, à nos abonnés » paraît en juin 1909, dans lequel il évoque sa lassitude et son découragement face au délitement du dreyfusisme et à l'échec de sa revue à pratiquer le débat, à diffuser la culture, à dénoncer l'injustice. Péguy se dit prêt à lâcher la barre pour se consacrer à une œuvre personnelle. Et en fait, c'est bien dans le cadre des cahiers de la quinzaine qu'il va produire, avec une extraordinaire fécondité, les grandes œuvres des dernières années de sa vie. À partir de 1909, Péguy s'essaie à une autre forme d'écriture. De polémiste, auteur d'essais, il devient poète. Les textes qu'il compose alors assureront sa gloire posthume, bien plus que ses écrits en prose, mais parfois à son détriment, car on négligera le fondement philosophique et spirituel de ses œuvres pour n'en retenir que la religiosité et les accents patriotiques. Les morceaux choisis et les recueils édifiants feront beaucoup de mal à la postérité de Péguy. En réalité, les textes poétiques de Péguy sont intimement liés. Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, paru en janvier 1910, reprend le début de sa première Jeanne d'Arc
et le développe en une méditation sur les prémices de l'engagement. La révolte devant les ravages du mal, la tentation du désespoir, l'élucidation progressive d'une vocation. Avant d'arriver à la version définitive, Péguy remanie son texte à plusieurs reprises. En retranche la fin, intercale un long récit de la Passion du Christ vu à travers les larmes de Marie, sa mère. Pour le public contemporain, l'œuvre est déconcertante. Il est difficile de trancher s'il s'agit de poésie ou de théâtre. Péguy se réfère au genre médiéval du mystère, forme de théâtre populaire et qui fait l'apologie de la religion chrétienne. C'est d'ailleurs au cours des fêtes données en l'honneur de Jeanne d'Arc à Orléans en mai 1909 que l'idée vient à Péguy de faire jouer dans ce cadre le drame écrit 12 ans auparavant. De la relecture de son œuvre de jeunesse naissent les 3 mystères que nous connaissons. Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de 1910, le porche du mystère de la deuxième vertu en 1911 et le mystère des saints innocents en 1912. La forme adoptée, le verset, rappelle la Bible. Jeanne d'Arc et Saint Louis, qu'on retrouve dans le mystère des saints innocents, assurent la fusion entre le patriotisme et la foi religieuse, selon l'antique tradition de la France, fille aînée de l'Église. Les catholiques de l'époque ne voient que de l'hérésie dans cette manière nouvelle d'enraciner le spirituel dans le charnel et de donner voix au peuple chrétien pour faire retentir la parole de Dieu. Le christianisme de Péguy, approfondi dans les pages posthumes du dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, est hostile à tout cléricalisme. Sur le plan littéraire, la surprise et la méfiance ne sont pas moins importants. Péguy doit reprendre sa plume de polémiste pour défendre son œuvre. Ce sont les pages sans concession de Notre jeunesse de 1910 et d'un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, en 1911. Dans ses écrits en prose, comme dans ses œuvres poétiques, la figure du saint prend la place de celle du militant. Il s'agit toujours d'agir, de marcher, de chercher à transformer le monde, mais sans les écueils du combat politique que Péguy a dénoncé avec lucidité. Jeanne d'Arc, Saint Louis, roi de France, Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, sont les personnages qu'il célèbre désormais et met en scène. Le porche du mystère de la deuxième vertu est un hymne à l'espérance, personnifié en une petite fille. Le poète y célèbre la vitalité des enfants, manifestation charnelle d'une vertu spirituelle. Et l'enfance est de nouveau exaltée dans le mystère des saints innocents, où Péguy évoque un Dieu de tendresse et de miséricorde. À partir de 1912, Péguy écrit des sonnets et de longues litanies. Dans la présentation de la Beauce, ses poèmes se font prière à Marie qu'il vénère depuis qu'à bout de ressources, il a entrepris un pèlerinage à Chartres pour la guérison d'un de ses enfants. Et pour une autre peine plus secrète, un amour interdit auquel il ne succombe pas. En effet, il s'était pris de Blanche Raphaël, une jeune agrégée d'anglais qui fréquente la boutique des cahiers de la Quinzaine. L'écrivain choisit de combattre cette passion par fidélité à sa femme et à sa foi. Il en souffre beaucoup, comme en témoignent les quatrains de la ballade du cœur qui a tant battu, quatrains demeurés longtemps inédits. Mais ce renoncement est aussi une fidélité à soi-même qui porte ses fruits. Il parvient à sacrifier son bonheur humain à l'honneur et à la fidélité, comme les héros de Corneille qu'il admire. La cohérence entre la vie et la pensée de Péguy assure la valeur de son œuvre. Et le premier pèlerinage à Chartres, effectué en juin 1912, sera suivi d'un second en juillet 1913, et de beaucoup d'autres après la mort de l'écrivain, quand les étudiants catholiques décideront de mettre leur pas dans ses pas de Paris à la cathédrale Beauceronne. Enfin, un immense poème composé de plus de 7000 alexandrins est publié dans les cahiers de la Quinzaine en décembre 1913. Ève, qui rend hommage à l'aïeul du genre humain. Péguy s'y donne pour ambition de ressaisir l'histoire de l'incarnation, montrant comment les voies du Christ furent préparées par les civilisations antérieures du prophétisme biblique aux routes romaines. Péguy ne renonce cependant pas à commenter l'actualité avec les cahiers de la Quinzaine. Il est plus que jamais engagé dans le combat d'idées et prend pour cible les professeurs de la Sorbonne et le directeur de l'école normale supérieure, Ernest Clavis. Il est conscient du risque de guerre avec l'Allemagne, qui signifie pour lui la mise en danger des idéaux incarnés par la France. Le spirituel dépend du charnel. L'éternel a besoin du temporel. Cette intuition fondamentale le conduit à voir dans l'engagement militaire un service nécessaire,
car une culture ne survit pas sans assise matérielle. L'argent et L'argent Suite, paru en 1913, et dans lequel Peggy se retrempe dans sa lignée paysanne et son enfance, sont remplis d'appels au combat, qui seront repris à bon escient par les résistants de la Seconde Guerre mondiale. Il y exalte les deux grands poètes français que sont Hugo et Corneille, la culture française et la vocation de la France. Peggy y dit, en temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Il ne se rend point, c'est tout ce qu'on lui demande. Et celui qui se rend est mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Et je le hais d'autant plus et je le méprise d'autant plus que par le jeu des partis politiques, il prétendait s'apparenter à moi. Mais les pages les plus profondes et les plus abouties de l'auteur sont peut-être celles de ses deux derniers textes en prose, la note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, parue en avril 1914, et la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, laissée en suspens après le départ de Peggy à la guerre. Unissant ces deux maîtres à penser, il accorde à la révolution bergsonienne une importance comparable à la révolution cartésienne. Depuis ses années d'études, Peggy est un fervent disciple du philosophe Henri Bergson. Ce dernier dira d'ailleurs qu'il est celui qui a le mieux compris sa pensée. Peggy doit à Bergson sa conception du présent, temps de la grâce et de la liberté, où tout est possible encore. Lorsque le philosophe est mis à l'index par l'Église catholique, Peggy monte au créneau, jouant Bergson contre saint Thomas, en exposant les affinités entre le christianisme et sa philosophie du temps. En précurseur, il insiste également sur la filiation entre judaïsme et christianisme. Il exprime sa conception de la vie morale, qui n'a que faire de la morale, mais doit être une rencontre entre la liberté de l'homme et la grâce de Dieu. La note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne reste en suspens car le 1er août 1914, c'est la mobilisation. Il n'en demeure pas moins que la déclaration de guerre et la mobilisation générale sont accueillies par l'écrivain comme une délivrance, parce que le poids de l'existence lui est devenu difficilement supportable. En effet, à ces tourments sentimentaux s'ajoute l'échec de ses tentatives pour voir son œuvre reconnue. Il a besoin d'échapper à tout cela. Les quelques billets écrits dans les jours qui précèdent son engagement, les témoignages recueillis manifestent son enthousiasme, partagé par de nombreux Français, et le sentiment de libération qui s'empare de lui. Il vit ses premières semaines de campagne alors qu'il est lieutenant dans un état de sérénité et de paix intérieure. L'unité de Peggy est engagée dans l'Est puis dans la Somme. Le 15 août, jour de l'Assomption, il assiste à la messe. Il connaît ensuite l'amertume et les fatigues de la retraite, mais le redressement s'amorce et c'est alors au début de la bataille de la Marne que le lieutenant Peggy meurt à 41 ans le 5 septembre 1914 à Villeroy, touché d'une balle en plein front. Un soldat qu'aurait entendre ces dernières paroles. « Mon Dieu, mes enfants !» Peggy est mort comme il a vécu, en combattant. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez peut-être découvert cet auteur ou bien en savez un petit peu plus sur lui. Je l'ai moi-même redécouvert en préparant cette vidéo car je n'avais rien lu de lui sur lui depuis mes années de lycée. Je terminerai sur une citation de Charles Péguy. « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. » Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.